Hello les amis, bonsoir, bienvenue sur Nurea TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live. Installez-vous confortablement comme d'habitude, vous savez faire. Merci de me rejoindre pour ce format Le vrai du faux sur Nurea TV. Vous avez vu, je vous ai mis juste là. Voilà, je vous ai mis bien au chaud. Merci beaucoup. Merci pour vos messages d'anniversaire. Mais sachez que généralement, cette journée-là, j'en parle pas beaucoup. J'éteins même mon téléphone. J'aime pas recevoir des messages ce jour-là. Mais en tout cas, quand c'est quelques temps après, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça prolonge l'anniversaire. Donc, je vous en remercie beaucoup. Merci à Jean-Luc aussi. D'ailleurs, joyeux anniversaire à toi aussi. Tu es né un jour avant moi ou après moi, d'après ce que j'ai vu sur le chat. Très belle période, mois de mars. Après le printemps, c'est parfait. Donc, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me laisser des messages sur le chat et à les répéter si vous avez vraiment envie que je prenne votre question, votre commentaire ou si il y a des soucis de son ou quoi que ce soit. On repart sur le vrai du faux avec un sujet que ça fait longtemps que je voulais vous le faire. Et enfin, il est prêt. Donc, je suis très heureuse de vous le partager ce soir. Vous savez, quand j'arrêtais pas de vous dire, arrêtez d'être trop curieux. C'est bien d'être curieux, mais de là à aller toucher un objet qu'on ne connaît pas ou de s'approcher d'une lumière qu'on voit pour la première fois, réfléchissez-y à deux fois. Voilà, donc merci à Steve qui est là ce soir, merci Marie, merci pour ton petit cadeau, merci Bilbo le humide qui est parmi nous ce soir via le Twitch. N'oubliez pas, quand une porte se ferme, la fenêtre souvent reste ouverte, donc n'hésitez pas. Je vois les commentaires de Twitch, mais il n'y a que YouTube qu'on voit à l'écran. Et je remercie pour tous les membres de la chaîne, pour tous ceux qui viennent me payer un petit café, voilà, sur le mois de mars en plus, ça me touche beaucoup avec mon anniversaire. Donc, merci de payer votre café et voir un peu plus. Merci à vous tous. Merci pour votre confiance. Je voulais vous dire que c'est un petit peu travaillé sur Nurea TV et je voulais vous présenter en intro tout de suite la chaîne secondaire Le Vrai du Faux qui est maintenant donc Le Vrai du Faux Nurea International parce qu'en fait, j'ai décidé d'utiliser cette chaîne qui était endormie pour vous partager les informations, certaines informations qu'on peut trouver sur Nurea TV dans différentes langues. Donc j'ai choisi bien évidemment le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Voilà, donc vous allez pouvoir trouver ça sur Le Vrai du Faux International et vous avez donc déjà deux vidéos. Désolée pour la première, la terre creuse, elle est un petit peu rapide, mais n'hésitez pas à ralentir la vidéo, c'est possible. Et souvent, on accélère sur YouTube, on fait x1, x2. Là, il faut réduire. Et vous avez donc les versions anglaises, les versions espagnoles et les versions arabes. Je sais que ça en a surpris pas mal, mais les amis, bah, ça m'a étonné que ça vous surprenne, que je mette l'arabe notamment. J'ai reçu pas mal de commentaires assez bizarres et il y en a que ça a vraiment énervé. Faut se détendre. Je tiens juste à vous rappeler, les amis, voilà, que la personne que vous avez devant vous est franco-marocaine. Donc, mettre l'arabe, c'était logique. C'est-à-dire, s'il y avait une seule langue que je devais choisir en plus, c'est l'arabe. Mais après, bien évidemment, il y a l'anglais et l'espagnol parce que j'y parle aussi et que je peux vérifier les vidéos. J'ai hésité avec le russe, mais c'est pas encore ça. Говорю по-русски, mais это труднее. Я знаю чуть-чуть, я не понимаю очень. Voilà mon niveau de russe. Donc ceux qui comprennent le russe comprendront pourquoi il n'y a pas tout de suite le russe dans les options sur la chaîne secondaire. Mais en tout cas, sachez que c'est un plus. Après, on garde donc Nurea TV principale avec beaucoup, beaucoup d'actualités, mais dès que j'aurai un petit peu de temps pour traduire, je traduirai les vidéos et vous pourrez les retrouver sur cette chaîne secondaire qui servira pour tous ceux qui ont envie de les entendre dans leur langue maternelle, peut-être, ces histoires, et tous ceux qui ont envie de partager ces sujets avec des personnes non francophones. Et en même temps, je les laisse se balader sur Internet et on verra bien si ça plaît à certaines personnes à travers le monde. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Mais merci. Hervé qui me dit Nora, tu n'as pas à te justifier. T'aurais vu les commentaires que j'ai vus. Franchement, je me suis inquiétée. Je me suis... Bah, après, je suis intégrée à fond, hein. Merci, hein. Mais c'est vrai qu'avant d'être française, je tiens à dire que je suis stéphanoise. Saint-Étienne, les Verts, voilà, c'est quelque chose. Mais et puis Guillaume, bien évidemment. Mais voilà, ça m'a étonnée.
Ça m'a étonnée. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont encouragée, tous ceux qui ont compris la démarche dès le départ et tous ceux qui me soutiennent là-dedans. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que ceux qui sont abonnés à cette chaîne secondaire, ne vous étonnez pas, mais à 21 h, la vidéo que je vais vous montrer ce soir, elle sera balancée sur cette chaîne secondaire en donc 4 exemplaires. Donc ça fait 4 petites cloches. À la limite, si vous abonnez à la chaîne secondaire, n'activez pas la cloche. Voilà. Allez-y de temps en temps si vous verrez des vidéos en langue étrangère, mais si vous voulez pas être dérangé une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine par cette petite cloche qui va s'allumer 4 fois d'affilée parce que c'est à chaque fois la même vidéo en 4 langues, désactivez la cloche. Mais pour Nuria TV, activez la cloche. Là, il n'y a pas beaucoup d'émissions. Donc, allez, c'est parti. On va passer sur le sujet de ce soir. Merci Gérard Martin pour le sacré café. Café cappuccino, hein. Là, en plus, c'est ce que je bois souvent. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce soir, ça va être un sujet, comme je vous ai dit, dont je vous ai parlé il y a quelques temps déjà, il y a 3-4 mois. C'était avant Noël. C'est le cas de Betty Cash et Vicky Landrum. On oublie Colby, mais il y a aussi le petit Colby. Donc je vous invite à suivre cette affaire qui est hors du commun, l'une des plus mystérieuses et inquiétantes de l'histoire de l'ufologie. Il y en a pas mal, je vous en parlerai en fin d'émission. L'affaire donc Cash Landrum. 3 témoins, une nuit étrange, un objet inconnu, des hélicoptères militaires, ça va plaire à certains, et surtout des séquelles physiques graves, durables et inexpliquées. À travers cette enquête en 3 actes, il y en a 4 en fait, mais c'est la conclusion. Je vais arrêter de me justifier, dis donc, merci Hervé. À travers cette enquête, donc, nous allons plonger dans ce qui ressemble à une confrontation directe entre des civils et une technologie qui les dépasse dans un climat de silence et de déni. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, installez-vous confortablement, c'est parti. Donc, n'oubliez pas pour ceux qui viennent après sur le chat, informez-les que je reviens, hein, mais chaque séquence fait environ 8 minutes. Donc là, je vous lance la première séquence sur l'affaire Betty Cash et Vicky Landrum. C'était une soirée d'hiver comme tant d'autres, une de ces nuits où rien d'extraordinaire n'est censé arriver. Betty Cash, une femme de 51 ans au caractère bien trempé, avait proposé à son amie Vicky Landrum, 57 ans, de passer la soirée ensemble. Elles étaient inséparables ces deux-là. Une amitié forte, presque familiale, renforcée par les nombreux moments partagés au fil des années. Avec elle se trouvait Colby, le petit-fils de Vicky, un garçon énergique et curieux de seulement 7 ans, qui voyait en sa grand-mère et Betty des figures de sécurité et de stabilité. Leur programme ? Une soirée bingo. Rien de très extravagant, juste un moment simple et convivial. Mais en arrivant à Cleveland, elle découvre que la salle est fermée. C'est sûrement à cause des vacances, suppose-t-elle. Pas de quoi se laisser abattre. Elle décide alors de tenter leur chance à une autre salle à New Caney. Mais, une fois encore, une porte close les accueille. Les plans changent et elles finissent par opter pour un repas tranquille dans un restaurant modeste près de l'intersection des routes 59 et 1485. Après ce dîner paisible, elle monte dans la voiture de Betty, une Oldsmobile Cutlass 1980. Betty prend le volant, Vicky s'installe à ses côtés, et Colby, installé à l'arrière, observe le monde qui défile. La route est longue et isolée, bordée de forêts sombres qui semblent infinies. Le genre de trajet où la conversation s'allège naturellement, où le bruit du moteur et le ronronnement des pneus deviennent presque apaisants. À l'arrière, Colby regarde par la fenêtre, les yeux fatigués mais curieux. Soudain, il s'agite, tend son bras et désigne un point lumineux dans le ciel. « Regardez là-bas !» s'exclame-t-il, sa voix teintée d'excitation et d'inquiétude. Les deux femmes tournent leur regard dans la direction indiquée, d'abord distraitement, puis avec une attention grandissante. Ce n'est pas une étoile ni un avion. C'est une lumière, douce d'abord, mais qui semble croître en intensité. Betty ralentit instinctivement la voiture. « C'est quoi ça ?» murmure-t-elle comme pour elle-même. Vicky plisse les yeux, essayant de donner un sens à ce qu'elle voit. La lumière qui semblait lointaine devient plus vive, plus imposante, et bientôt, elle révèle une silhouette étrange, celle d'un objet en forme de losange flottant loin au-dessus de la route. Au fur et à mesure qu'elles avancent, la lumière devient encore plus intense, plus hypnotique. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité devient peu à peu source d'inquiétude. Betty ralentit encore, ses mains serrant légèrement le volant.
Vicky commence à réciter des prières à voix basse. Maintenant, la lumière se rapproche, illuminant les arbres environnants. L'air lui-même semble devenir plus lourd, presque oppressant. « Il faut s'arrêter », dit Vicky, sa voix tremblante. Betty acquiesce et gare la voiture sur le bas-côté. Cette lumière, elle n'a rien de naturel. Colby, toujours curieux, pointe du doigt. « Regardez, il descend !» Suspendu maintenant à peine à une vingtaine de mètres au-dessus de la route, l'objet lumineux a une forme de losange presque parfaite, et il projette des flammes rouge-orangées depuis sa base. Chaque pulsation de feu illumine la forêt environnante, donnant l'impression que les arbres eux-mêmes ont pris feu. En même temps, une chaleur intense envahit l'habitacle comme si un four s'était ouvert en pleine nuit glaciale. « Qu'est-ce que c'est ?» murmure Betty, son regard figé sur l'engin. Vicky, terrifiée mais essayant de rassurer Colby, répond d'une voix tremblante. « C'est Jésus, il est là pour nous protéger !» Vicky descend la première, entraînant Colby qui ne cesse de pleurer. « Il fait trop chaud, on doit rentrer !» implore-t-il. Mais Vicky, déchirée entre la peur et la fascination, reste figée un instant, les yeux fixés sur l'engin qui semble flotter à quelques mètres au-dessus du sol. Elle ne remarque même pas que Colby est rentré dans la voiture. Betty, quant à elle, sort lentement comme hypnotisée. Dès qu'elle met un pied dehors, une chaleur écrasante lui brûle la peau. Elle lève une main pour protéger ses yeux de la lumière aveuglante, mais elle ne peut s'empêcher de fixer l'objet. L'engin émet un bruit sourd et régulier comme un grondement de tonnerre lointain, entrecoupé de bips métalliques. Chaque pulsation de feu semble faire vibrer le sol. Betty s'avance de quelques pas, ses chaussures écrasant le gravier chauffé. « C'est impossible !» murmure-t-elle. Vicky, effrayée par les hurlements de Colby dans la voiture, retourne précipitamment à l'intérieur. Betty reste dehors, toujours immobile. La lumière est si forte qu'elle commence à ressentir une douleur aux yeux et pourtant elle n'arrive pas à détourner son regard. Ses pensées s'emballent. Est-ce la fin du monde ? Sommes-nous punis ? Elle racontera plus tard avoir pensé à l'apocalypse, au feu et au soufre mentionnés dans la Bible. Après quelques minutes qui semblent une éternité, Betty entend enfin les supplications de Vicky et de Colby depuis l'intérieur de la voiture. Elle se décide à reculer, mais en posant sa main sur la poignée de la portière, elle se brûle. Elle doit utiliser son manteau et passer au travers de sa poche pour attraper la poignée et enfin ouvrir en sécurité la portière de la voiture. En entrant dans le véhicule, elle sent la chaleur extrême qui s'est accumulée à l'intérieur comme si l'air lui-même brûlait. Mais le cauchemar ne fait que commencer pour Betty, Vicky et Colby. Alors que l'OVNI commence à s'élever lentement dans la nuit, un bruit sourd surgit au loin. Un grondement régulier qui devient rapidement plus net. Les témoins, encore sous le choc de leur rencontre avec l'étrange engin en forme de losange, lèvent les yeux et aperçoivent une nouvelle scène incroyable. Dans le ciel, des points noirs apparaissent, se rapprochant rapidement. Ce sont des hélicoptères. Beaucoup d'hélicoptères. Une formation entière de CH-47 Chinook, reconnaissables à leur double rotor. Betty et Vicky commencent à les compter. 10, 15, 20... Elles en dénombrent au moins 23. Les engins volent en formation serrée, encerclant l'OVNI comme une escorte militaire soigneusement orchestrée. « Ils veulent l'attraper !» murmure Vicky, ses mains tremblant sur le tableau de bord. Betty reste silencieuse, ses pensées embrouillées. Qui sont-ils ? Que font-ils ici ? Les hélicoptères suivent l'OVNI de près, certains si bas que Betty peut presque sentir les vibrations des pales dans l'air. L'un d'eux passe juste au-dessus de leur voiture dans un rugissement assourdissant qui fait sursauter Colby. Le garçon se recroqueville tout de suite sur son siège, les mains sur les oreilles et les larmes aux yeux. Finalement, l'OVNI s'éloigne, emportant dans son sillage les hélicoptères. Le calme retombe doucement sur la route déserte, mais l'air reste lourd. La chaleur intense commence à s'estomper et la lumière qui illuminait la nuit disparaît progressivement à l'horizon. Pendant un instant, tout est silencieux. « On doit partir », dit Betty d'une voix ferme, brisant le silence. Elle essaye de redémarrer la voiture, mais le moteur semble s'être arrêté, probablement à cause de la chaleur extrême ou d'une possible interférence avec l'étrange objet. Elle tourne la clé à plusieurs reprises, priant en silence. Enfin, après quelques tentatives, le moteur rugit de nouveau.
Elles reprennent la route, Betty gardant les mains crispées sur le volant. Elle jette des coups d'œil rapides dans le rétroviseur, convaincue qu'elle a laissé cet étrange spectacle derrière elle. Mais alors que nos 3 témoins traversent une zone dégagée, un dernier coup d'œil vers le ciel leur révèle à nouveau les hélicoptères. Ils volent toujours en formation, bien plus loin cette fois, et disparaissent peu à peu dans la nuit étoilée. Après ce dernier aperçu, ils poursuivent leur chemin en silence, chacun perdu dans ses pensées. Colby, épuisé, finit par s'endormir sur la banquette arrière. Betty et Vicky, elles, restent sur le qui-vive, encore marquées par ce qu'elles viennent de vivre. Et enfin, Betty dépose Vicky et Colby avant de rentrer seule chez elle, les mains toujours légèrement tremblantes sur le volant. Cette nuit-là, aucun d'eux ne trouvera vraiment le sommeil. Merci pour le micro. En fait, j'ai coupé mon micro pendant le truc. Oui, effectivement, je vous disais, je vous répète ce que je vous disais. C'est de l'IA, merci d'apprécier. Pour ceux qui apprécient l'IA, pour les autres, je suis vraiment désolée. Maintenant, je vous demanderai aussi votre avis selon l'acte, ce que vous préférez, l'acte 1 ou l'acte 2, parce que là, c'est avec une IA, mais en vidéo réelle, qui va suivre juste derrière. Et effectivement, pour les images, ça me faisait rire parce que vous avez noté les petits défauts. Il y en aura tout du long, forcément, c'est de l'IA. Et vous allez pouvoir donc constater ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais j'essaye à chaque fois de travailler, de retravailler les images quand c'est possible. Et parfois, c'est pas possible. Et notamment pour la vidéo derrière, ce sera pas possible. En tout cas, merci d'apprécier ce boulot-là. Donc, vous avez vu l'ambiance, ce qui s'est passé pour Betty, Vicky et le petit Colby. Ils sont vraiment partis se balader. Il y avait, ils sont tombés dans cette histoire sans le vouloir. Donc, on a pu voir dans cette expérience-là qu'ils ont arrêté la voiture. Souvent, quand il y a un ovni qui s'approche de très près, la voiture s'arrête. Là, c'est donc Betty qui a arrêté la voiture. Et ensuite, après, par contre, pour le redémarrage, elle n'a pas pu redémarrer. Mais j'aimerais vous poser cette question. Donc, est-ce que pour vous, c'est un ovni tel qu'on l'entend sur Nuria TV ou ce n'est pas un ovni? Donc, ovni ou pas ovni, en commentaire, n'hésitez pas à la fin de l'histoire de donnez-moi votre ressenti sur ce cas-là. Moi, ça vraiment, ça me pose question. Et on va poursuivre donc avec la suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 3 personnages, ces 3 acteurs? Parce qu'en fait, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que allez, je vais pas en dire plus parce que je vous ai mis ça en image. Donc, on repart tout de suite sur l'acte 2. Et pareil en commentaire, vous préférez le montage de l'acte 1 avec des dessins ou le montage de l'acte 2 avec des vidéos réalistes. À vous de me dire ça en replay notamment, comme ça je pourrais vraiment prendre le temps de lire vos commentaires. Et sur le chat, je vais quand même regarder un petit peu, mais attendez de voir l'intégralité de l'émission avant de me donner votre avis. Voilà, on repart sur la suite de l'histoire. Et merci de me dire, hein. Ah oui, Gérard Martin, c'est une expérience avec une entente ovni-hélicoptère. Tu penses vraiment, Gérard? C'est ouais, donc ovni, être exogène ou intraterrestre ou ce qu'on veut, en tout cas non humain, et l'armée. Il y aurait une entente. Troisième choix, les deux. OVNI, pas OVNI, les deux. Allez, c'est parti pour la suite. La nuit qui suit la rencontre est le début d'un cauchemar éveillé pour Betty, Vicky et Colby. En effet, quelques heures à peine après leur retour chez eux, les symptômes apparaissent. Betty est la première à ressentir les effets. Elle se réveille en pleine nuit, tremblante de froid, malgré une sensation de brûlure intense qui envahit tout son corps. En se regardant dans le miroir, elle découvre des rougeurs sévères sur son visage, son cou et ses bras.
Des cloques commencent à se former, certaines aussi grosses qu'une balle de golf. Chaque contact avec sa peau est une torture. Au petit matin, Betty tente de se lever, mais son corps refuse de suivre. Elle est prise de violents vomissements et de diarrhées incessantes. En passant une main dans ses cheveux, elle en perd des touffes entières. La douleur est si forte qu'elle est tout simplement clouée au lit. Ses yeux enflés au point de ne plus pouvoir s'ouvrir la laissent aveugle pendant plusieurs jours. Son état ne cesse de se détériorer. Finalement, après 3 jours d'agonie, Betty est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle arrive à peine consciente, incapable de marcher. Les médecins perplexes diagnostiquent initialement des brûlures, mais les symptômes ressemblent étrangement à ceux causés par une exposition aux radiations. Selon le docteur Brian McClelland, l'un des médecins ayant traité Betty, son état évoque celui des victimes d'Hiroshima, exposées à des rayonnements ionisants. Betty restera hospitalisée pendant 15 jours, durant lesquels elle reçoit des soins intensifs. Mais même après sa sortie, son état demeure critique, la contraignant à une nouvelle hospitalisation à peine quelques semaines plus tard. Pour Vicky, les symptômes sont similaires, bien que légèrement moins intenses que ceux de Betty. Contrairement à cette dernière qui était restée longtemps exposée à l'extérieur, Vicky avait rapidement regagné la voiture pour protéger Colby, ce qui l'a probablement épargné des effets les plus graves. Malgré tout, les marques de cette nuit restent visibles. Sa peau présente des brûlures sévères et des cloques notamment sur le visage et les bras. Elle se plaint elle aussi de douleurs intenses, comme si une chaleur persistante brûlait sous sa peau, une sensation qu'elle décrit comme presque insupportable. Les dommages ne s'arrêtent pas là. Vicky perd environ 30% de ses cheveux, qui repoussent par la suite avec une texture différente, plus fine et bouclée. Ses yeux sont rouges, irrités et pleurent de façon incontrôlable pendant des mois. La perte de poids de Vicky est également significative. Elle passe de 62 à 50 kilos en quelques mois à peine. Un changement alarmant qui traduit l'impact profond de cet événement sur son organisme. Ses paupières, infectées rapidement après l'incident, ne se rétabliront jamais complètement, laissant une gêne permanente et une fragilité accrue de la peau autour des yeux. Cependant, malgré sa souffrance, Vicky se concentre sur Colby. Le garçon est son unique priorité, même si ses propres douleurs la clouent parfois au lit. Colby, lui, montre aussi des signes physiques. Des cloques sur la peau et une rougeur intense, mais seulement sur un côté de son visage. L'autre côté semble étonnamment épargné. À ce propos, Vicky, en réfléchissant à cette nuit, se souvient qu'elle l'avait pris dans ses bras pour le rassurer. Son propre corps avait protégé celui de Colby, empêchant la lumière brûlante de l'atteindre entièrement. Dans sa terreur, Vicky avait instinctivement protégé son petit-fils, mais sans pouvoir le soustraire totalement au danger. Sur le plan émotionnel, le petit Colby est brisé. Outre les douleurs physiques, il commence à montrer des signes de stress post-traumatique. Il devient incontinent, une situation qui embarrasse profondément ce garçon d'habitude si fier et indépendant. Vicky fait de son mieux pour le rassurer, mais elle ne peut nier l'impact dévastateur de cette expérience sur son petit-fils. D'habitude, un enfant plein de vie, Colby refuse à présent de sortir jouer. À chaque bruit d'hélicoptère, il entre en panique, hurlant et se cachant. Une fois, après avoir vu une étoile filante, il s'est mis à trembler si fort que Vicky a dû le prendre dans ses bras pour le calmer. Pourtant, malgré leur souffrance, ils gardent le silence. La honte les submerge. Et si tout cela n'était qu'une hallucination, une folie collective? Ils n'osent pas raconter leur histoire de peur d'être ridiculisés. Pendant plusieurs semaines, seul leur cercle intime est au courant. Mais la douleur, elle est bien réelle. Un jour, au cours d'un rendez-vous médical, le petit Colby brise le silence. Alors que le médecin tente d'obtenir des réponses sur la cause des brûlures et des blessures visibles, le garçon s'avance timidement. « Je sais ce que c'est », murmure-t-il. Vicky et Betty se figent. Mais Colby, dans toute sa candeur d'enfant, continue et décrit l'OVNI, les flammes et les hélicoptères. Ce moment change tout. La vérité jusque-là enfouie est enfin dévoilée. Voyant l'attention sincère du médecin et son absence de jugement, Vicky se sent poussée à parler. D'une voix tremblante mais résolue, elle relate les événements de cette nuit, le ciel illuminé, la chaleur oppressante, la peur indescriptible. Le médecin écoute avec attention, notant chaque détail. À leur grande surprise, il prend leur histoire au sérieux.
En effet, ce n'est pas une simple anecdote pour lui. Les blessures visibles sur leur corps sont une preuve, un témoignage physique qui ne peut être ignoré. Cette première reconnaissance de leur histoire agit comme un déclencheur pour Vicky. Sentant qu'elle a enfin été entendue, elle trouve le courage de chercher d'autres réponses. Ce rendez-vous marque le début de sa quête acharnée pour comprendre ce qui leur est réellement arrivé. Vous êtes géniaux. Alors, euh, parenthèse sur l'IA, donc vous avez pu voir tous les petits défauts qu'il peut y avoir en vidéo, donc n'hésitez pas en commentaire à me acte 1, acte 2, comme ça, si vous préférez l'acte 1, je poursuis là-dessus. C'est ça aussi un peu ma préférence, et si vous aimez l'acte 2, je ferai en sorte d'en mettre de temps en temps, mais c'est pas encore ça. Et pour l'histoire, alors il y a Thérèse qui nous dit, mais personne ne s'est demandé comment ils avaient été irradiés avant. Le médecin a vu qu'il y avait des soucis. Il y a les résultats d'analyse, il y a des données quand même. Et c'est pour ça qu'il se pose cette question. Tout de suite, pour lui, ce sont les symptômes d'une radiation. Oui, c'est extrêmement étrange. La question a été posée. Ça va aller très loin, cette histoire, vous allez voir dans la séquence d'après. Dans la séquence d'après, alors j'ai essayé d'y aller vraiment de façon soft sur les photos réelles, donc justement des cheveux qui tombent, des soucis de santé qu'ils ont pu avoir. Mais bon, voilà, âme sensible, arrêtez-vous à cette partie-là et avancez un peu plus loin. Mais c'est que pour certains, enfin, moi, si je vois une égratignure, je suis pas bien. Là, après, c'était en vidéo, donc ça va. Mais la vidéo, il n'y a pas le nécessaire, ce que je peux comprendre. Alors, grande transformation qui dit sortez toujours avec votre biafine, on ne sait jamais. Merci pour le conseil. Mais effectivement, ça ne donne pas envie. D'ailleurs, tiens, Virginie, ce que tu disais, ça ne donne pas envie. C'est pour ça que je vous disais, faites attention si vous voyez des choses étranges dehors, ne sautez pas dessus. Là, on voit que Betty est restée vraiment longtemps. C'est elle qui a le plus souffert parce que c'est elle qui est restée le plus longtemps à l'extérieur de la carrosserie, qui les a quand même pas mal protégés, Vicky et Colby. Et quand même, ils ont vécu ils ont eu des effets indésirables quand même assez intenses. Alors, c'est bizarre, lorsqu'il y a eu des incidents nucléaires, des ovnis ont été aperçus comme pour protéger des pires effets et celui-ci irradie des êtres humains. C'est la raison qui fait que je me pose des questions. C'est-à-dire, il y a eu des cas où il y a eu des rencontres avec des ovnis, mais les ovnis étaient quand même assez loin. Ou même, les êtres dans les ovnis empêchaient les êtres humains de se rapprocher trop près. Donc, il y a eu pas mal de cas comme ça, où les gens étaient prévenus de pas trop s'approcher. Mais là, non, l'OVNI est resté vraiment en l'air, s'est arrêté au-dessus de la voiture. Enfin, c'est vraiment très étrange. Et il y a d'autres cas comme ça où il y a eu des effets indésirables. Mais après, c'est vrai que il y a des militaires quand même qui ont eu des effets secondaires après avoir croisé un ovni, même sans être vraiment très très proche. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est de la rétro-ingénierie, donc des objets, des ovnis, mais en fait créés par l'homme et mal, ou est-ce que ce sont des objets qui viennent d'ailleurs, mais je sais pas. Vraiment, moi, ça me pose question. Vraiment, le coup des militaires, des hélicoptères autour, vraiment, ça me pose question. Merci beaucoup, Esther. Tu as offert une inscription Nurea TV. Alors, qui veut l'inscription? Allez-y. Merci beaucoup, Esther, pour ce petit cadeau que tu fais aux Nuréens. N'hésitez pas à rejoindre la team des Nuréens en cliquant sur le lien que vous propose Esther. Merci à toi. L'acte 2 nous fait bien rire aussi. Grande transformation, j'achète les deux actes. Ok, bon, on va essayer d'évoluer en même temps que l'IA, mais c'est vrai que ça détend. Il manque des pouces, les amis. Merci beaucoup, Boréal27. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas voulu la faire. Ah, Bilbo le imite. Tu avais une blague sous la main, mais tu l'as pas faite. C'est dommage. N'hésite pas. Ok, tu nous parles depuis Twitch. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne-là également. Et Julien, on a noté donc ton retard. Voilà. Il y a eu Virginie tout à l'heure aussi. Donc, après l'enquête réalisée aux USA par des ufologues n'écarte pas la possibilité. Effectivement. Jean-Louis, il manque la fin. Je sens qu'il manque la chute. N'hésitez pas à retrouver Jean-Louis de Lumière dans la nuit. On n'arrêtera pas de le répéter, mais c'est super important. Et si il vous arrive une expérience de ce genre-là, alors de ce genre-là, allez le voir directement. Mais il y a un médecin d'abord.
Mais sinon, même si vous avez vu des lumières dans le ciel, tout ça, il centralise toutes les informations. Je vous mets son pseudo à l'écran. Donc voilà, cliquez dessus. N'hésitez pas à vous informer sur le magazine dans la nuit et à rentrer en contact avec Jean-Louis via ses réseaux. Comme ça, vous pourrez lui témoigner de vos expériences et il pourra mener l'enquête sur le terrain. Mimi Pinson, appareil, fabrication humaine, rétro-ingénierie, premier engin. C'est flagrant qu'il y a différentes technologies, donc différentes espèces. Oui, et il y a différents ovnis, et apparemment, chaque forme d'ovni, c'est un ovni, par exemple, avec une forme ronde, j'ai une bêtise, mais ça va être un laboratoire, alors qu'un ovni allongé, ça va plutôt être être un ovni de voyage, touristique, on va dire. Voilà, donc apparemment, il y a aussi des formes différentes suivant la fonction de l'ovni. Mhm. Jean-Louis nous parle de l'implication de l'armée. Ah, ok. Implication de l'armée. Après l'enquête réalisée aux USA par des ufologues, les ufologues n'écartent pas l'impossibilité de l'implication de l'armée. N'écartent pas l'implication de l'armée, plutôt. Ok. Franchement, je me pose des questions. Alors, tu vas pouvoir aller faire un tour sur les autres chats. Alors, il défie. Mais je vous vois les amis de Twitch. Je vous vois. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis. C'est peut-être le transport nocturne des déchets nucléaires. C'est pas discret. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc, avant de poursuivre sur la vidéo, alors ce que je vous ai préparé, c'est, je voulais juste prendre un instant pour vous rappeler donc que l'affaire Cash Landrum, c'est pas la seule, c'est pas un cas isolé. Dans l'histoire de l'ufologie, il y a plusieurs rencontres rapprochées qui ont laissé des séquelles aux témoins. Je vous fais le petit partage d'écran. Voilà, je vous garde avec moi. Hop, voilà, vous êtes là sur cette page aussi. J'adore regarder vos commentaires en replay. Donc, on a ce premier cas en 1980 dans la forêt de Rendlesham au Royaume-Uni. Excusez-moi pour la prononciation. Des militaires américains affirment avoir approché un engin lumineux. Certains d'entre eux, comme Jim Penniston, me demandez pas de répéter son nom, ont souffert de troubles neurologiques persistants. Voilà. Donc ça, c'est un cas extrêmement connu. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra peut-être préparer quelque chose là-dessus. Ensuite, en 1979, aux États-Unis, le shérif adjoint Val Johnson a été percuté par une lumière en patrouille. Il a une perte de conscience, brûlure aux yeux et le véhicule a été endommagé sans explication. C'est le premier cas d'un choc entre un ovni et une voiture. On a déjà sur Nuria TV donc une autre histoire où en fait l'OVNI a causé un accident entre deux voitures, mais là c'est le choc frontal entre un OVNI et une voiture. Donc ensuite, en 1977, au Brésil, l'île de Colares a été la scène d'attaques lumineuses causant brûlures, fatigue extrême et perte de sang, poussant même l'armée à ouvrir une enquête secrète. Il y a eu énormément de témoins, énormément de victimes qui ont été en fait ciblées par des faisceaux laser qui leur ont causé des soucis, des séquelles physiques. Donc ensuite, en 1989, à Voronezh, en URSS, un ovni a atterri devant des enfants et certains témoins signalèrent ensuite des symptômes physiques inquiétants. Donc là, ils ont vu apparemment l'ovni de près et ils ont vu des êtres dans l'ovni. Voilà les petits humanoïdes qu'ils auraient vus. Et bien évidemment, comment ne pas évoquer le cas de Stéphane Michalak, qui est très connu dans le milieu. En 1967, au Canada, Stéphane Michalak a été brûlé au thorax par un engin étrange qu'il décrivit comme métallique et en forme de soucoupe. Les marques sur son corps et les symptômes qui ont suivi restent inexpliqués à ce jour, malgré de nombreuses analyses. Donc tous ces témoignages, bien que différents, ont un point commun, un silence pesant, des réponses absentes et des victimes souvent laissées seules. Donc voilà, et il est très probable des suites des séquelles de cette rencontre. Alors, juste je regarde un peu vos commentaires. Un accident entre une lumière et une voiture. Des phares et une voiture. Alors, pas très rassurant celui du milieu.
Un jour, on aura les films de l'armée de Colares. Ça serait bien. Il y a tellement eu de témoins. J'ai une histoire avec des aliens, mais j'en dirai pas plus. Comme toi, n'hésite pas à aller contacter Jean-Louis le jour où tu auras envie. Choc avec un ovni, donc fabrication humaine, nous dit Mimi Pin. Alors, Mendes Sébastien, pardon, Sébastien, donc, triangle égale rétro-ingénierie plus escorte, hélico égale black programme. On a un connaisseur. Et Emmanuel Guérin qui nous a rejoint grâce à Esther. Merci beaucoup. Je me joins à toi, Emmanuel, Esther, pour la souscription. Bienvenue à toi, Emmanuel Guérin, et bienvenue à toi, Jean Naïdi. Merci beaucoup de nous retrouver, de rejoindre la team des membres de Nurea TV, des Nuréens. Plus. Merci de faire vivre le média. J'enchaîne avec la suite de la vidéo. C'est parti. Les 3 témoins encore sous le choc décidèrent de ne pas se taire. Betty et Vicky contactèrent plusieurs bases militaires locales, persuadées que les hélicoptères qu'elles avaient vus cette nuit-là étaient une preuve d'une opération gouvernementale secrète. Fort Wood, la base aérienne de Bergstrom, et même le département de l'inspecteur général de l'armée furent sollicités. Pourtant, à chaque demande, elles se heurtèrent à des réponses vagues ou à des dénégations catégoriques. Un officier, le major Tony Geisoser, affirma que aucun hélicoptère de la base n'avait survolé la région cette nuit-là, tout en ajoutant presque cyniquement que si cela avait été une opération ultra secrète, ils n'en auraient de toute façon pas été informés. Ces réponses ne firent qu'attiser leur frustration et renforcer leur conviction que l'État dissimulait quelque chose de crucial. Le mystère entourant l'affaire Cash Landrum s'épaissit avec les récits d'autres témoins locaux, venus renforcer certains éléments troublants de cette nuit-là. En effet, plusieurs personnes ont signalé avoir vu des hélicoptères militaires en formation dans la région, mais ce n'était pas tout. L'une des observations les plus intrigantes concerne une portion de route où des travaux manuels auraient été réalisés peu de temps après l'incident. Un témoin a affirmé avoir vu cette section de la route fermée sans les dispositifs habituels de signalisation, ni les précautions standards liées au chantier public. Sous une simple lumière artificielle fournie par des projecteurs, une équipe semblait remplacer le goudron de la chaussée en pleine nuit. Cela soulève des questions importantes. Pourquoi ces travaux ont-ils eu lieu de manière aussi discrète? Et pourquoi juste après la rencontre supposée avec l'OVNI? Ces interventions ont renforcé l'idée chez certains chercheurs qu'il y avait une tentative de dissimulation liée aux événements de cette nuit. En effet, pour certains, l'apparition des hélicoptères pointait vers une tentative de contenir ou de surveiller un événement inattendu. Un pilote militaire aurait même confié à demi-mot avoir été envoyé pour surveiller un OVNI en difficulté, sans jamais en révéler davantage, invoquant la sécurité nationale. En 1982, Betty et Vicky décidèrent de porter leur combat devant la justice. Avec l'aide de leur avocat Peter Gersten, elles intentèrent un procès civil contre le gouvernement américain, réclamant 20 millions de dollars de dédommagement pour les blessures qu'elles attribuaient à l'OVNI et à l'implication militaire. Le procès devint une épreuve colossale, avec des témoignages de médecins et d'experts affirmant que leurs symptômes correspondaient à une exposition à des radiations. Mais les autorités, en bloc, nièrent toute responsabilité. En 1986, la plainte fut rejetée tout simplement pour faute de preuves suffisantes pour établir un lien entre l'armée et l'incident. Betty et Vicky furent ainsi laissées sans reconnaissance ni compensation. Ce rejet judiciaire en 1986 fut un coup dur pour Betty, Vicky et Colby. Non seulement elles avaient perdu leur combat légal, mais elles devinrent aussi des cibles de scepticisme et de moquerie publique. Beaucoup convaincus par les conclusions des tribunaux et des autorités militaires, commencèrent à accuser les témoins d'avoir tout inventé. Betty en particulier fut au centre des critiques. Certains allaient jusqu'à prétendre qu'elle s'était elle-même infligé ses blessures, que les brûlures et la perte de ses cheveux n'étaient qu'une mise en scène savamment orchestrée pour attirer l'attention ou obtenir de l'argent. Cette campagne de dénigrement ne fit qu'aggraver l'état mental et émotionnel de Betty. Déjà affaiblie physiquement, elle dut faire face à un isolement social croissant.
Les commentaires malveillants amplifiés par des articles de presse sceptiques la laissèrent désabusée, mais pas brisée. Betty restait convaincue de ce qu'elle avait vu et vécu cette nuit-là. Pour elle et Vicky, le rejet de leur plainte n'était pas un aveu de leur culpabilité, mais la preuve d'une dissimulation délibérée orchestrée par les autorités. Après toutes ces péripéties, la vie reprit finalement son cours pour Betty, Vicky et Colby. Mais ce n'était pas une vie normale, car cette nuit mystérieuse ne cessa jamais de les hanter. Si les jours passèrent, les blessures, tant physiques qu'émotionnelles, laissèrent des traces profondes sur chacun d'entre eux. Pour Betty Cash, les années furent particulièrement cruelles. Ce qu'elle considérait comme les conséquences directes de cette nuit, douleurs chroniques, perte de mobilité et finalement un cancer, finirent par dominer son existence. Jusqu'à sa mort en 1998 à l'âge de 69 ans, Betty attribua ses souffrances à cette lumière brûlante et aux radiations auxquelles elle pensait avoir été exposée. Pour elle, cet événement avait non seulement bouleversé sa vie, mais lui avait aussi pris son avenir. Pour Vicky Landrum, les jours furent moins marqués par les douleurs physiques, mais le poids de l'injustice et des souvenirs demeura très lourd. Elle continua toutefois à s'accrocher à sa foi, trouvant du réconfort dans ses prières et sa famille. Vicky survécut à Betty de plusieurs années, s'éteignant seulement en 2007, à l'âge de 83 ans. Jusqu'à la fin, elle garda l'espoir que la vérité éclaterait au grand jour. Quant à Colby Landrum, il grandit avec une histoire qui le suivit comme une ombre. Les brûlures de son enfance s'effacèrent avec le temps, mais son traumatisme émotionnel, lui, est toujours là. Aujourd'hui, à 51 ans, Colby choisit parfois de partager son témoignage, notamment dans des documentaires ou des conférences, cherchant à préserver la mémoire de ce que sa famille avait vécu. Merci beaucoup. J'ai bien noté pour le micro, les amis, je ne sais pas pourquoi. Il vibre pendant que je parle, j'espère que ça va un peu mieux. Je vais tester une petite chose. Vous allez me dire si ça va mieux. Voilà, je viens de faire un truc. Dites-moi si vous entendez mieux. Alors ensuite, pour les commentaires, donc j'ai vu Géré44 qui dit « Si on en parle, on risque de passer pour un fou, et si on n'en parle pas, on devient fou. » C'est tellement bien résumé. C'est exactement ça. Donc là, on voit que vraiment, elles se sont battues au niveau juridique, au niveau... Imaginez ça, c'était quand même en 1980, dans les années 80. On pouvait se moquer des gens assez facilement. D'ailleurs, il me semble que, je sais plus lequel avait lancé ça en premier, les Russes ou les Américains qui avaient lancé ce projet. Il fallait qu'à chaque fois que quelqu'un parle d'OVNI, on le décrédibilise. C'était comme ça qu'il fallait faire. Oui, on entend mieux, mais avec un léger écho. Alors attendez, je vais modifier une petite chose. Voilà, j'espère que vous entendez mieux, mais sans l'écho. Oui, ok pour le son. Alors dites-moi si ça va mieux. Là, j'ai enlevé l'écho, mais j'espère que ça va pas continuer à vibrer. On se rôde, hein. C'est vrai que c'est la première fois d'ailleurs que vous voyez cette déco. C'est la première fois d'ailleurs là, quand on est sur la TV, on enregistre de ce côté-là, en fait, avec les intervenants. Et vous voyez le fond de la TV qui est en fait mon bureau. Et là, vous avez le bureau de Guillaume, donc derrière moi, ici. Alors monte un peu. Mais j'avais baissé un peu pour pas vous agacer. Allez, je monte un peu. Merci Jean-Louis. Le son écho plus Bilbo, tu préfères avec l'écho? Là, ton micro est bien réglé. Ok, Steve, je bouge plus. Le son est mieux, mais un peu faible. Je l'avais baissé, Marie. Allez, je vais le remonter encore. Je vais pas le remonter ici. Attendez, je vais le remonter. C'est parfait, ça, pour les replays, hein. Vous voyez à quel point ceux qui sont en live galèrent? C'est des warriors qu'on a sur le live. Voilà, je vais pas toucher le micro, je vais monter depuis l'ordi. J'espère que là, c'est nickel. Alors, comme il y a un petit léger décalage, ça devait être avant que j'augmente vraiment, donc baissez un peu le volume si c'est trop fort. Yes, me dit Boréal27, merci pour votre aide. Je ne toucherai plus à rien. On va faire un live très bientôt. Là, j'organise un autre sujet dans pas très longtemps. Merci pour le montage. Je vois que vous après. En fait, vous aimez tout. L'IA fait n'importe quoi, ça ne vous dérange pas, ça vous fait rire. Et je sais plus qui disait, c'est bien parce que ça permet de prendre du recul avec l'histoire. Donc, c'est bien Nora comme ça, fais au mieux, tu arrangeras plus tard. C'est ce que j'essaie, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué, comme j'entends pas, j'ai pas le retour. Je sais pas à quel point ça peut être difficile pour vous. En tout cas, merci.
Merci beaucoup. C'est pas nickel, mais c'est mieux. Arrêtez! Allez, j'ai augmenté des deux côtés. Allez, c'est parti. Donc, on poursuit sur cette histoire. Donc, vous pouvez voir qu'à l'époque, elles, elles n'ont rien lâché. Elles se sont vraiment battues là-dessus sur ce dossier-là, surtout Vicky. Donc, Betty est décédée des suites donc, de l'irradiation, très probablement, très certainement. Elles ont perdu leur procès. En fait, tout le monde leur est tombé dessus. Elles ont eu à se battre, mais vraiment contre tous et tout le monde. C'était impressionnant. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer quelque chose. C'était pas prévu. Alors, c'était sur les documents. On va essayer de voir ça. Il y a des petites choses de côté. Ouais, il y avait pas mal d'articles de presse à l'époque. Il y avait pas mal de personnes qui se moquaient vraiment d'elles, mais c'était violent, hein. C'était vrai. Et de là à dire qu'elles ont fait ça exprès, vous vous rendez compte? Dans l'état dans lequel elles étaient, c'est non, c'est juste pas possible. Ouais, j'ai une transcription. Ah, je vais essayer de vous mettre ça du bon côté de l'ordinateur, si ça veut bien. Donc voilà, c'est juste, je vous montre, mais c'est vraiment histoire de. Là, c'est la transcription de l'interview de Betty Cash et Vicky Landrum. Donc, c'est un témoignage officiel et détaillé qui sert de complément pour mieux comprendre l'affaire Cash Landrum. Donc voilà, j'avance un petit peu. Et là, vous avez tout l'interrogatoire, donc qui a été traduit donc, en français et pas parfait. Mais en gros, voilà, elles se rendent bien compte lors de cet interrogatoire qu'il y a des soucis, qu'on les prend vraiment pas au sérieux, que c'est vraiment très très compliqué. Alors Vicky, mon petit-fils Colby, à l'époque, n'avait que 7 ans et il avait des cloques suspendues à son visage. Maintenant, on me dit qu'il pourrait développer une leucémie plus tard à cause de cela. Colby ne peut pas rester longtemps au soleil sans que des cloques apparaissent. Il y a une intéressant concernant les conséquences. Colby a rêvé d'un petit astronaute, un homme à l'intérieur, tout petit, mesurant 60 centimètres. C'est pas rien, ce genre de choses. Alors, ce document n'est pas qu'un simple complément à l'histoire, c'est un miroir sur les conséquences humaines d'un événement mystérieux. Il montre à quel point des personnes ordinaires sont à quelque chose d'extraordinaire, etc. Et là, vous avez la transcription de l'interview. Donc, on a le capitaine, on a deux capitaines. Patwaf, c'est l'assistant. Et Betty Cash, Vicky Landrum et Colby. Donc, ça fait 6 personnes dans une pièce. Et voilà. Ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez le retrouver sur Internet, mais sinon, je vous le fais défiler tout doucement. Vous allez pouvoir voir les différentes questions qui sont posées et les réponses. Mais vous allez surtout constater qu'il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. Ils tournent en rond. Donc voilà, ça a été, imaginez l'épreuve que ça a pu être. Et surtout pour le Colby. En plus, Colby dit avoir vu un petit être de 60 centimètres. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense, mais déjà à l'époque c'était compliqué. Après, c'est aussi assez intéressant de voir que pour Betty, c'était alien et ça venait d'ailleurs, alors que pour Vicky, c'était militaire. Donc là, on a deux témoins qui ont vécu la même chose et qui en ont des conclusions différentes. Après, peut-être aussi que c'est plus simple de se battre, enfin, je sais pas, c'est le fait que ce soit plus rationnel, quelque chose de militaire, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Donc voilà, c'est quand même une très longue interview. Il y a pas mal d'articles de presse aussi de l'époque. Enfin, c'est un cas qui est extrêmement bien documenté. Euh, on n'a pas tous les documents. Mais voilà, n'hésitez, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, hein. Je vais défiler depuis tout à l'heure, mais voilà, voilà. Merci Ali hein, pour la traduction. Je dis ça en l'air comme ça passe sur les réseaux. Voilà. Je sais pas de quoi tu parlais, Vincent, mais je lis la tire à dire à ton assurance que tu t'es fait taper. Ah, ouais, non, ça va pas être évident, ouais.
Euh, voilà, voilà. Donc, désolée, je vais défiler très très vite. Il y a une dernière petite séquence sur la vidéo. D'ailleurs, on fera. Ah, bah tiens, il y a le lien vers la transcription. Je le mettrai, ça, je le copie-collerai sur la partie information, donc sous la vidéo. Hop, voilà, je m'arrête ici. En fait, ça, c'est mon brouillon hein, que vous voyez. Voilà, je vous partage un petit brouillon. Souvent, ça commence comme ça. Il y a un petit brouillon des documents que je fais traduire et ensuite je me pose dessus et je travaille et je bosse le texte et ensuite j'enregistre. Donc là, c'était bien ma voix, mais il y a des fois, comme vous avez pu le constater sur d'autres vidéos, c'est une voix d'IA. Pour les traductions, c'est l'IA qui le fait. Ça va plus vite et comme ça, je peux vous faire des vidéos plus rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va finir en vidéo d'ailleurs. Ces personnes ne mentent pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est le micro de Nora qui a un souci. Stupide humanité. Bon, au moins, on retient ton pseudo. Euh, c'est mon micro qui a un souci. Peut-être la connexion Internet. Ces personnes ne mentent pas. Il leur est arrivé quelque chose, c'est sûr. Comment on peut s'inventer une histoire pareille? Avec un petit de 7 ans qui raconte la même chose. Il va même plus loin d'ailleurs. Alors, j'ai vu les fameux drones au nombre de 9. Ils se déplaçaient 3 par 3. Lumière orange, aucun bruit. Tu vas parler d'une histoire perso. Je suis en retard, bonsoir à tous, 21h21. J'ai loupé, tiens, c'est doublon. Et la salle du bingo qui est fermée, comme quoi c'est pas leur jour. Deux salles, deux salles. Vraiment, elles devaient pas se trouver là. Mais comme je ne crois pas au hasard, elles devaient vivre cette expérience. Ils devaient tous le vivre, la vivre. Alors, il y a carrément des smileys d'OVNI maintenant et c'est démocratisé comme information. Mhm. Perso, j'aime bien la partie une façon dessin animé. Mhm. Elle est beaucoup plus facile à travailler aussi. Je peux revoir les dessins, les bosser un petit peu, enlever des personnages quand il y en a en trop. C'est parce que tu parles tellement de langues, elles font trembler ta voix. Je sais pas, j'ai hâte d'arrêter la vidéo et de m'écouter. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire par le micro tremble. C'est pas comme si je tremblais sur le micro, mais je vous montre, c'est de sa faute là, c'est lui là. Voilà, c'est lui qui a un petit souci. Donc j'ai hâte d'arrêter, de voir ce que ça donne, en vrai. Alors, donc on va enchaîner avec la fin. Je tenais à vous dire aussi pour ces petits soucis, bah, en fait, il n'y a pas de souci. Sachez qu'à partir de maintenant, la plupart du temps, quand je vais faire un montage, ce sera souvent, ça arrivera souvent, je pense. Mais à chaque fois, je vais essayer de sortir une vidéo pure, juste du montage vidéo que vous allez pouvoir écouter d'une traite, que vous allez retrouver donc sur la chaîne secondaire et en différentes langues. Je vous le rappelle pour ceux qui sont arrivés après coup. Et ça va être le cas ce soir. Je pense que ça a dû s'activer. Merci beaucoup, le Pralo. Merci beaucoup. Alors, je vais voir. Ah, ça s'est pas encore activé. Attendez, je vais faire ça plus tard, du coup. Ah oui, c'est pas encore. Si, si, ça s'est activé. Je vous montre. Voilà, c'est là, c'est sur la chaîne secondaire. Vous avez eu l'alerte. Normalement, les quatre vidéos. Donc, il y a la vidéo en français, la vidéo en arabe, il y a la vidéo en espagnol et il y a la vidéo en anglais. Cette petite vidéo que vous avez pu voir séquencée ce soir, vous l'avez complète sur la chaîne secondaire. Donc, si vous voulez revoir la soirée ou même vous soirée pour plus tard, si ça vous dit, si vous manquez une émission et que vous voulez vraiment que le condenser, vous pouvez aller sur la chaîne secondaire et avoir cette information-là. Et si vous connaissez des personnes qui ne parlent pas français, mais qui parlent anglais, espagnol ou arabe, vous leur partagez le lien pour qu'ils aient l'information aussi. On partage un petit peu toutes les infos. Merci beaucoup Marie pour le lien vers la chaîne secondaire. Et je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai hâte de vérifier la technique et de bosser ce petit souci pour la prochaine. Nora, ça fait exactement le même effet. Ok, je vais checker ça. Merci beaucoup. Merci pour vos infos. On se quitte en vidéo ce soir. C'est parti. Merci à vous tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui deviennent membres de la chaîne. Merci à ceux qui me payent un petit café au passage. Et merci à ceux qui me motivent à continuer à travailler par vos encouragements, votre tolérance et votre, ouais, et votre passion. Voilà. Merci de partager cette passion avec moi.
À très vite sur Nurea TV. D'ici là, n'oubliez pas de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao! Alors que les années passèrent, l'affaire Cash Landrum continua de diviser les avis et d'alimenter les spéculations. Mais pour les initiés, ce qui marqua profondément cette histoire, c'est la divergence même dans la perception de ce que les témoins avaient vécu. En effet, pour Betty Cash, il ne faisait aucun doute que l'objet aperçu cette nuit-là était d'origine extraterrestre. La chaleur brûlante, l'apparence hors du commun de l'engin et les effets sur son corps allaient à son avis au-delà de ce qu'un simple prototype militaire aurait pu provoquer. Jusqu'à la fin de sa vie, Betty resta convaincue qu'elle avait été témoin d'un phénomène qui échappait à toute explication terrestre. Pour Vicky Landrum, en revanche, elle voyait les choses différemment. Sa foi et son pragmatisme l'amenaient à croire que cet engin était un projet militaire secret, peut-être un prototype de l'armée américaine qui avait échappé à son contrôle. Pour elle, l'implication des hélicoptères ne laissait aucun doute. Il s'agissait d'une tentative de récupération ou d'intervention militaire. Mais cette hypothèse ne faisait que renforcer son sentiment de colère et d'injustice face au silence des autorités. Cette différence de perception, par conséquent, symbolise un débat plus large. Les témoins d'événements extraordinaires sont souvent confrontés non seulement à leurs expériences, mais aussi au regard sceptique et contradictoire des autres. Les gouvernements dissimulent-ils des vérités sur des technologies avancées, qu'elles soient terrestres ou non? Et pourquoi tant de témoins de phénomènes inexpliqués sont-ils systématiquement discrédités? Pour Betty, Vicky et Colby, cette nuit marqua un tournant irréversible. Mais leur courage à témoigner nous rappelle que la persévérance face à l'inconnu est une force précieuse. Il nous lègue un héritage essentiel, celui d'oser briser le silence. Car derrière chaque mystère, derrière chaque lueur dans le ciel pourrait se cacher une vérité plus vaste, une vérité qui ne demande qu'à être explorée, même si elle ébranle nos certitudes. Et si leur histoire nous enseignait que le véritable courage réside dans la capacité à questionner, à affronter nos peurs et à écouter ceux qui osent témoigner? Peut-être est-ce là la clé pour percer les mystères de l'inexplicable. Après tout, n'est-ce pas dans l'ombre des plus grands mystères que l'humanité trouve sa lumière ?